Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Clio 3 1,5 litre DCI 75 de 2011. Les amis, aujourd'hui le test d'un véhicule qui est extrêmement connu de la plupart d'entre vous, mais finalement un véhicule atypique par rapport à ce que je teste habituellement, vu que vous savez que sur ma chaîne, je teste le plus souvent des véhicules justement qui sont loin d'être ce que vous avez l'habitude de croiser tous les jours. C'est plutôt des véhicules de sport et des véhicules très atypiques. Là, à l'inverse, peut-être la voiture la plus commune actuellement sur nos routes, la Clio 3, et en plus avec le moteur le plus banal, le 1,5 litre DCI 75 chevaux, ce qui était à l'époque la plus petite puissance avec ce moteur. Donc si j'ai décidé d'en faire le test, c'est que finalement, c'est très certainement dans cette voiture que j'ai parcouru le plus de kilomètres dans ma vie. Tout simplement car pendant plusieurs années, j'ai été moniteur dans une auto-école et c'était ce véhicule qu'on utilisait. Et d'ailleurs, petite coïncidence marrante, aujourd'hui le véhicule qu'on me prête est une ancienne auto-école. Donc bien que ce soit un véhicule plutôt standard, on va voir justement ce que ça vaut sur le même tracé que j'utilise habituellement. Et on va reparler bien sûr des caractéristiques de ce modèle. On va voir ce que ça vaut maintenant une bonne quinzaine d'années après la commercialisation de ce véhicule. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer dans quelle catégorie se place la Clio. Tout le monde en croise au quotidien. Vous savez tous qu'il s'agit d'une petite compacte. Donc d'ailleurs, si vous suivez régulièrement mes tests de voiture, vous savez que j'ai déjà testé de nombreuses Clio. Mais toutes celles que j'ai testées, c'était des versions sport, les Clio RS. Donc j'ai déjà testé la Clio 3 en finition sport. Vous pouvez voir qu'esthétiquement, cette Clio DCI est beaucoup plus sage. C'est vraiment hyper consensuel. Aujourd'hui, dans cette couleur noire, ça passe, c'est pas moche, mais j'avoue que c'est quand même très banal. Et pour revenir sur sa motorisation, donc on est vraiment sur une motorisation économique, d'où le logo Eco 2 à l'arrière, qui était un label aussi bien écologique qu'économique. Et donc ce moteur, 1,5 litre DCI, donc diesel Common Rail injection. Il s'agit d'un 4 cylindres en ligne, avec un turbo bien sûr. Celui-ci développe 75 chevaux et je le reprécise, il s'agit bien de la puissance la plus faible qui était disponible à l'époque avec ce moteur, vu qu'il y avait 75 chevaux, 85 chevaux ou 100 chevaux de disponibles à l'époque avec ce même moteur. Donc vous doutez bien que pour une utilisation d'apprentissage dans une auto-école, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Donc là, ça justifie qu'ils avaient choisi le plus petit moteur. Il faut savoir également que dans cette voiture, il n'y a pas réellement d'options. On a une finition vraiment basique. On a la clim. J'avoue ne plus me souvenir si c'était en option ou si c'était d'origine sur ce modèle. Les puristes de chez Renault pourront répondre dans les commentaires. Mais mis à part ça, franchement, c'est vraiment une voiture qui est simple. Donc vu qu'il s'agit d'une voiture qui était plébiscitée par les auto-écoles, vous doutez que c'est très facile à conduire. Là, je me trouve actuellement en centre-ville et ce qui est rassurant avec cette voiture, c'est que les espaces vitrés sont nombreux. Ils sont assez grands, on voit plutôt bien ce qui se passe autour de nous. On a finalement assez peu d'angles morts sur l'avant. On a uniquement les montants qui sont un peu larges sur la partie basse. Mais sinon, ça va, on a assez peu d'angles morts. On a des rétros suffisamment grands, rétros qui sont d'ailleurs réglables électriquement. Les seuls vrais angles morts sont plutôt au niveau des montants à l'arrière lorsqu'on veut regarder derrière nous. Mais ils ne sont pas hyper gênants non plus. Pour la prise d'info, c'est plutôt un bon véhicule, c'est rassurant. Ensuite, concernant l'intérieur de ce modèle,
Vous voyez que de nouveau, on est sur une finition assez basique. On a une sellerie en tissu. Les sièges ne sont pas hyper confortables, il faut l'avouer. Ils ne sont pas non plus à vous matraquer le dos, hein. Ça reste tolérable. On a les côtés qui sont que très légèrement relevés. Ça ne fait pas vraiment un effet baquet, mais ça nous maintient quand même un minimum. Il n'y a pas de réglage électrique sur les sièges. On peut régler la hauteur, l'inclinaison du dossier, on peut même régler les lombaires pour le conducteur. Mais tout ça, c'est manuel, c'est via des molettes et des leviers. On peut régler la hauteur, ça c'est indispensable dans une voiture d'auto-école. D'ailleurs, petite particularité, on peut régler la hauteur des deux sièges, y compris du siège du moniteur. Et ça, je crois que c'est une particularité des voitures auto-école. Je ne suis pas sûr que c'était disponible sur un modèle de série. Le volant est lui aussi réglable en hauteur. De nouveau, c'est indispensable pour une auto-école. Par contre, il n'y a pas de réglage en profondeur du volant. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, et vous l'avez compris, hein, vu qu'on est sur un moteur diesel, bah, c'est pas un véhicule qui va s'utiliser dans les tours, hein. Je dirais que la plage d'utilisation normale, c'est entre 1000 et 2000 tours. On a même au niveau du tableau de bord un petit voyant d'éco-conduite qui nous indique quand monter ou quand descendre les rapports. Ça, de nouveau, pour un véhicule d'auto-école, c'est quand même assez pratique pour les élèves. Là, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. 2000 tours, je change de rapport. Je réaccélère un peu. Dès que j'arrive à plus de 2000 tours, de toute façon, j'ai une petite flèche vers le haut qui me dit change de rapport. Et j'ai la même accélération que tout le monde. Après, c'est sûr que ce n'est absolument pas fulgurant. Et l'avantage, c'est qu'en roulant comme ça en éco-conduite, c'est d'ailleurs maintenant comme ça qu'on apprend aux élèves à conduire, hein, pour avoir une conduite efficace et économe, eh bien, dans ces conditions, on a une consommation moyenne qui est à environ 4,5 litres au 100. Même dans les conditions les plus défavorables, lorsque je l'utilisais et qu'on faisait des cours démarrage, arrêt, démarrage en côte, où on sollicitait vraiment la voiture, eh bien, j'ai jamais dépassé les 5,5 litres au 100 dans ces conditions-là. Le seul moyen de faire grimper la consommation, c'est de rouler dans les tours, ce qui est extrêmement désagréable avec une motorisation de ce genre. Bon les amis, si vous regardez habituellement mes vidéos, vous reconnaissez les lieux, je suis ici pour tester l'accélération. Donc c'est bien sûr pas un véhicule conçu pour les performances, néanmoins, je vais essayer de faire un 0 à 100 afin de voir ce qu'on peut attendre de ce moteur qui, je le rappelle, la plus petite puissance, afin de voir si on ne va pas galérer pour les insertions. Logiquement, vu que les moteurs diesel sont quand même conçus pour avoir pas mal de couples à bas régime grâce au turbo, ça devrait être tolérable. Donc on est parti, voyez donc que la voiture est équipée d'une boîte mécanique à 5 rapports et c'est une voiture simple, il n'y a pas d'autre aide électronique, on a bien sûr l'ABS. Allez, c'est parti, let's go. J'accélère fort, je monte à 4000 tours. On sent que ça fait vraiment un bruit désagréable. On arrive à 90, 95 et 100. Maintenant je freine. Et le freinage est rassurant, progressif, pas brutal. De nouveau, une très bonne auto-école. Maintenant, on va vérifier si cette voiture braque bien. Donc, je tourne à fond. Il y a bien sûr une direction assistée. Est-ce que je peux passer sans finir dans l'herbe? Et oui, ça manœuvre bien. Facile. De toute façon, vous allez le comprendre hein, au fil de ce test, mais c'était vraiment une très très bonne voiture pour apprendre à conduire. Donc on est reparti pour une accélération et ce coup-ci, je vais essayer de taper un peu plus dans les freins. Let's go. J'accélère fort. La sonorité est horrible. « 90 et 100. Maintenant, je freine. Donc ouais, les freins sont vraiment pas mal. Finalement, c'est efficace, c'est puissant.
On n'a pas le côté ultra assisté qu'on peut avoir sur des véhicules plus modernes. Et personnellement, lorsque j'étais moniteur, je préférais utiliser la Clio que certains autres véhicules plus récents. Parce que sur les autres, finalement, les élèves avaient tellement peu d'appui à mettre sur la pédale que j'avais toujours peur qu'en les mettant à conduire un véhicule qui n'avait pas un freinage hyper assisté, qu'ils auraient l'impression de freiner suffisamment, alors qu'en fait c'était juste eux qui ne mettaient pas suffisamment de pression sur la pédale. C'est le problème des véhicules modernes ultra assistés au niveau du freinage. Sur celle-ci, aucun problème, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un dingue, mais il faut quand même mettre un minimum d'effort. La voiture ne freine pas toute seule. Donc la prise d'info ne pose pas vraiment de problème, on a juste un petit angle mort à l'arrière, je vous l'ai déjà dit. Donc je réaccélère tranquillement et de nouveau je passe mes vitesses vers 2000 tours. Et on roule parfaitement normalement. Bon, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure sur le 0 à 100, hein, la sonorité c'est un diesel, hein, c'est vraiment pas joli. De toute façon quand on regarde la voiture de l'arrière, on voit même pas l'échappement. J'ai néanmoins pris le bruit lorsqu'on accélère un petit peu. Je vous fais écouter ça. Bon, maintenant qu'on a vu un peu les performances, reparlons de l'intérieur. Donc je vous ai déjà parlé des sièges. Maintenant, parlons un peu de la planche de bord, des plastiques. Vous voyez que dans cette voiture, on a plein de plastiques gris. On a différentes textures. On a déjà sur la planche de bord des plastiques durs, légèrement texturés pour ressembler un peu à du cuir. On a les mêmes plastiques sur les intérieurs de portes. Au milieu de la console centrale, ce sont des plastiques lisses, mais qui ont exactement la même couleur. Ça vieillit plutôt bien dans le temps, il n'y a pas de craquelure, il n'y a pas de déchirure. Par contre, c'est vrai que aussi bien à regarder qu'à toucher, c'est assez désagréable. Et c'était déjà le cas quand la voiture était neuve, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y avait déjà des concurrents qui faisaient nettement mieux à l'époque. Et pour moi, ce qui a toujours été peut-être le truc le plus désagréable de cette voiture, le volant. Vous voyez qu'on a déjà esthétiquement le fameux volant de chez Renault avec cet airbag proéminent en plein milieu. On a dessus les boutons concernant également le régulateur de vitesse. Et surtout, le cerclage du volant est en plastique, un plastique assez désagréable. Et je dirais même que dans certaines conditions de température ou d'humidité, il a tendance à coller. Franchement, le volant, c'est vraiment pas le top. Les commandes derrière lui, sinon, sont assez classiques. On a bien sûr sur la gauche tout ce qui est éclairage. Sur la droite, les essuie-glaces. On a aussi des boutons concernant l'autoradio. Tout ça, c'était pas trop mal. Devant moi, on a un compteur assez classique. Vous avez deux gros compteurs, un pour le compte tour, l'autre pour la vitesse. Dans chacun de ces compteurs, une plus petite jauge. À gauche, la température du liquide de refroidissement. À droite, votre jauge de carburant. Au milieu de tout ça, on a un petit afficheur qui nous dit si les portes sont ouvertes. Et un écran orange juste au-dessus. Et j'avoue que ça fait très vieillot. Et même à l'époque, même quand cette voiture était quasi neuve, ça faisait déjà vieillot d'avoir un écran orange. Celui-ci nous donne consommation instantanée, moyenne, notre vitesse moyenne. On peut avoir le kilométrage, bien évidemment. Vous voyez qu'on a un deuxième écran orange en plein milieu du tableau de bord. Celui-ci nous donne l'heure et la température extérieure. Et pour le reste de l'affichage, c'est uniquement lié à l'autoradio. Vous voyez qu'on a encore l'autoradio d'origine dans cette voiture. Donc toutes les fonctions liées à lui sont retransmises sur cet écran. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis en côte, je suis en troisième, j'accélère un peu fort, je suis à 2000 tours. Et grâce au diesel et son couple, eh bien, ça reprend déjà efficacement en côte. Jamais rien de fulgurant, hein. C'est pas du tout une voiture performante, c'est juste une voiture efficace. On le verra tout à l'heure sur l'autoroute, hein, mais pour moi, à aucun moment, on se sentirait vraiment sous-motorisé avec ce petit 75 chevaux.
Là, j'arrive sur un dos d'âne. Et c'est un peu ferme. C'est de nouveau pas super confortable. Là, je vais essayer de prendre ce dos d'âne un petit peu plus vite. Je suis à 35-40. Ouais, c'est un peu raidos, mais pas une raideur, une fermeté comme on aime sur les véhicules de sport. Là, on sent juste que c'est raide et c'est pas agréable. Je me doute que si on est à l'arrière, ça doit être bien plus inconfortable qu'à l'avant. Heureusement, en tant que moniteur, j'ai pas été souvent à l'arrière, vous l'aurez compris. Il me semble d'ailleurs avoir oublié de préciser que cette voiture, avec cette motorisation, pèse un petit peu moins d'1,2 tonne. Ce qui semble raisonnable au vu du poids délirant des SUV et autres voitures modernes qui viennent remplacer ces machines. Mais 1,2 tonne, si déjà on compare avec une Clio 2, c'est déjà beaucoup plus lourd. Alors maintenant les amis, nous arrivons dans une succession de virages. Donc bien sûr c'est pas une voiture sport, donc je ne vais pas monter dans les tours, mais je vais essayer d'aller un petit peu vite pour rouler de manière dynamique, juste pour contrôler la tenue de route. Donc le freinage est bon. Les freins d'ailleurs vous ne les voyez pas vraiment parce qu'on a des jantes avec des enjoliveurs, et d'ailleurs les jantes sont en tôle, on voit quasiment rien de ce qui se trouve derrière, donc vous ne verrez pas les freins. Mais sinon là dans les virages, ça se contrôle plutôt bien. On sent qu'elle est un peu lourde de l'avant. Rien à voir bien sûr avec la version RS, mais de nouveau ça se comporte bien. C'est rassurant, il n'y a pas de comportement bizarre, ni survireur ni sous-vireur. Alors qu'en plus là la route est quand même très humide. De nouveau je freine un peu fort. À aucun moment, elle aurait un comportement bizarre ou inattendu. Est-ce que ce ne serait pas la voiture d'auto-école parfaite? Bon, personnellement, en tant que moniteur, j'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu plus confortable au niveau des sièges. Alors, de nouveau un rond-point. Ça s'écroule pas trop sur ses appuis, hein. Au niveau des suspensions, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup plus, comment dire, la trajectoire est quand même bien meilleure que sur un C3 de la même époque. J'en ai peu parlé, mais la boîte de vitesse fonctionne aussi assez bien. On n'a pas un débattement énorme entre chaque rapport, les rapports verrouillent bien. C'est une boîte de vitesse relativement classique, mais elle n'a pas de défaut. Du moins, moi, j'ai jamais eu le moindre problème avec cette boîte de vitesse lorsque j'étais moniteur. Pour ceux qui seraient intéressés par une voiture de ce genre à l'heure actuelle, vous voulez aussi bien sûr savoir comment ça se passe si on se met derrière en tant que passager. Donc afin de répondre à vos questions, j'ai essayé de me mettre derrière. Je vous donne mon ressenti lorsque j'y étais. Donc les amis, me voilà à l'arrière de la fameuse Clio 3 1,5 litre DCI. Donc, comme on pouvait s'y attendre, il y a quand même pas trop mal de place. C'est un véhicule qui est pratique au quotidien. Vous voyez qu'on a 3 appuis-têtes. Donc là, je n'hésite pas à monter le mien, parce que sinon, forcément, ça me détruit le dos. Là, je suis bien calé. Vous voyez que devant moi, le siège est quand même très reculé et j'ai encore suffisamment de place pour mettre mes jambes. Moi, je mesure 1,70 m pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo. Vous voyez que j'ai encore un peu de place avant de toucher le plafond. On n'est pas trop mal sur cette banquette, hein. La finition est identique, c'est le même tissu devant et derrière. C'est pas le top du confort, mais c'est pas inconfortable non plus. Le plus gênant finalement à l'arrière, c'est le manque de rangement. Donc vous voyez que déjà les vides-poches sont très étroits et c'est quasiment le seul rangement. On a l'accès ici à un petit cendrier. Ça peut aussi servir de porte-gobelet si jamais on enlève bien sûr le cendrier. Mais mis à part ça, il n'y a aucun autre rangement. Il n'y a rien du tout. C'est un peu dommage. Vous voyez que derrière, il n'y a même pas de poignée pour se tenir. C'est vraiment basique. Mais de nouveau, pour un usage quotidien, être derrière, même en tant qu'adulte, n'est pas désagréable. Petite particularité à l'arrière, vous voyez que la ceinture pour la personne au milieu, la ceinture est magnétique, enfin elle est tenue comme ça en haut et on vient la tirer pour l'utiliser. Hop.
Enfin voilà, tout ce que je pouvais vous dire pour les places arrière. Et bien sûr, vous aurez constaté comme moi que sur cette finition, il n'y a pas de vitre électrique à l'arrière. On a encore des manivelles. L'autre paramètre qui peut être important si vous voulez utiliser cette voiture au quotidien, c'est bien sûr l'espace de rangement. Alors, si on commence déjà par les rangements à l'intérieur, c'est pas gigantesque. On a quelques vides-poches dans les portes, mais c'est clairement pas énorme. On a une boîte à gants standard, elle n'est pas gigantesque ni minuscule, c'est vraiment standard. On a un petit vide-poche en bas de la console centrale. D'ailleurs, à ce niveau, on a également des prises RCA afin de brancher une arrivée audio directement dans l'autoradio. Dans le prolongement, on a également un tout petit vide-poche pour mettre quelques pièces. Et vous vous en doutez, le rangement principal, c'est bien sûr le coffre. Donc celui-ci est d'une taille tout à fait décente par rapport aux 4 mètres de long de la voiture. En dessous du seuil du coffre, vous avez quelques outils afin par exemple de changer de roue. Et sachez que la roue n'est pas réellement dans le coffre, elle est en dessous du plancher. En fait, quand vous avez besoin de la roue de secours, il faut la faire tomber au sol. Si le coffre, vous le trouvez trop petit, sachez que vous pouvez bien sûr rabattre les sièges afin d'avoir un peu plus de place. Alors maintenant, on arrive sur l'autoroute. C'était clairement ce que redoutaient pas mal d'élèves lorsque j'utilisais cette voiture. On accélère un peu fort et ça prend de la vitesse. Faut juste pas hésiter à monter à 3000 tours, voire un peu plus, pour avoir un peu de puissance. Si on reste uniquement à 2000 et qu'on continue en éco-conduite, là oui, l'insertion peut devenir un peu compliquée. Et c'est justement cette différence de comportement entre rouler normalement et s'insérer sur l'autoroute qui parfois posait problème aux élèves. Ils avaient tendance à vouloir changer de rapport trop rapidement. Ici, je vais dépasser. La prise d'info n'est pas trop mauvaise. Bien sûr, on a quand même un petit angle mort au niveau du montant central. Je dépasse ce camion. Donc là, je suis à 110. Je suis en 5e. Je suis à un peu plus de 2200 tours. La voiture ne fait presque pas de bruit. Quand on est stabilisé comme ça, je dirais que le bruit du moteur est à peu près équivalent au bruit du vent. Là, j'ai essayé de faire une reprise. Donc, je suis à 110, j'accélère à fond. Je suis en 5e. 115, 120, 125, 130. Donc, vous voyez que ça reprend. Mais c'est clairement pas là, la qualité première de cette voiture. Ça reste un petit moteur. On peut rouler à 130 sans problème. Une fois qu'on y est, on peut rester stabilisé sans difficulté. Mais les reprises ne sont clairement pas géniales. Bon, maintenant, pour reparler un peu de l'esthétique de cette voiture. Vous voyez que à l'époque, il n'y avait quasiment pas de LED. Tout l'éclairage est confié à des ampoules halogènes. Néanmoins, au niveau de l'esthétique, je trouve que ça vieillit pas trop mal cette voiture. Il faut juste se méfier des feux à l'avant qui ont tendance à se ternir comme quasiment toutes les voitures modernes en fait. Donc je suis actuellement dans un ralentissement et le moteur, même si on entend toujours cette sonorité de diesel, tant qu'on reste à assez bas régime, tant qu'on reste dans cette plage idéale entre 1000 et 2000 tours, la sonorité qu'il produit n'est pas si pénalisante que ça. C'est vraiment quand on accélère fort à 3000 voire plus de 3000 tours que là, le bruit du diesel est vraiment pénible. Donc finalement, cette voiture, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était une des meilleures, une que j'ai le plus appréciée en tant que moniteur. C'était pour moi une des voitures où les élèves apprenaient le mieux, le plus facilement et sans prendre des automatismes absurdes. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des véhicules vraiment récents qui finalement sont tellement automatisés que pour moi, les gens n'apprenaient pas vraiment à conduire. Ça les mettait dans des situations ingérables lorsqu'ils remontaient dans des véhicules plus anciens. Avec celle-ci, il n'y avait pas de problème. Donc maintenant, ça fait longtemps que cette voiture n'est plus produite. Elle a été remplacée à l'époque par la Clio 4
avec quasiment le même moteur, puis maintenant par la Clio 5 qui a toujours le même moteur. Vous pouvez avoir un 1,5 litre DCI 100 sur la Clio 5. Je ne sais pas si les 4 et les 5 sont toujours aussi faciles, aussi bien pour apprendre. Néanmoins, ça prouve que ce moteur, quand même, il était déjà bien étudié à l'époque, vu qu'il l'utilise toujours. Après, il est vrai que ce 1,5 litre DCI n'a pas eu que des éloges pendant sa durée de vie. Il y a eu quand même parfois des problèmes au niveau de l'injection, au niveau des coussinets de bielle. Enfin, là, je laisse de nouveau les puristes et les garagistes nous expliquer tout ce qu'il faut vérifier sur un 1,5 litre DCI pour être sûr d'avoir pas trop de problèmes. Si je ne me trompe pas, il me semble que justement la version qui a le moins de problèmes, c'est la moins puissante, la 75 chevaux. Et en plus, comme je vous l'ai dit, cette version, si vous l'utilisez correctement, ne consomme rien. 4 litres 5 au 100, c'est vraiment faible. Donc si vous désirez une voiture qui se conduit facilement, qui n'a pas toutes les aberrations technologiques qu'on a sur les véhicules modernes, si vous voulez une voiture simple et économique, eh bien à l'heure actuelle, finalement, une Clio 3 DCI, c'est vraiment pas mal. On peut trouver sur le marché de l'occasion une voiture comme je vous présente aujourd'hui qui aurait entre 150 et 200 000 km. On trouve ça pour environ 5 000 €. C'est raisonnable, surtout quand on voit le prix du neuf actuellement. Les gens pensent de moins en moins au diesel parce que malheureusement, beaucoup de villes maintenant leur sont interdites. Mais en termes juste d'économie, de logique, c'est une voiture qui a tout à fait sa place sur nos routes. En plus, à l'époque, il n'y a pas de problème de AdBlue, ce genre de choses. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait à peu près le tour des caractéristiques de cette Clio 3 1,5 litre DCI 75 de 2011. Si vous avez des infos complémentaires à rajouter, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser également au même endroit. Je serais curieux d'avoir aussi vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez appris à conduire dans une Clio 3? Est-ce que vous avez été moniteur dans une Clio 3? C'est forcément beaucoup plus rare. Mais ça me fera marrer d'avoir vos souvenirs par rapport à cette voiture. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce test, si vous le trouvez intéressant, si vous lui trouvez une pertinence, ou si, à contrario, vous ne voyez vraiment pas d'intérêt, et si vous voulez que je me concentre sur des véhicules de sport ou les véhicules atypiques. Sachez bien sûr que si cette vidéo fait pas mal de vues, si vous l'appréciez, eh bien j'irai tester d'autres véhicules entre guillemets classiques, en plus des voitures bizarres que j'adore. Je remercie encore mon abonné d'être venu jusqu'ici afin que je puisse vous présenter ce véhicule. C'était super sympa de sa part. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si elle vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut. Pensez à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ve à tous. À l'époque, j'ai utilisé quand même pas mal de voitures en tant qu'auto-école. La Clio 3 pour moi était une des plus agréables sur les longues journées. La C3 était pas trop mal, mais tenait moins bien la route. La DS3 était un calvaire pour le moniteur parce que pas du tout adapté à ça. Et la 308, ça allait, même si de nouveau, ce n'était clairement pas au niveau de la Clio 3.